considéré comme l'un des grands noms de la parapsychologie américaine. Il s'est spécialisé sur l'étude des capacités psy ou paranormales. L'objectif de l'expérience n'est pas de prouver l'existence des capacités paranormales, mais d'étudier l'activité cérébrale de Maud quand elle pratique son activité de voyance. C'est formidable parce que ça va permettre de voir ce qui se passe de manière interne. Bien que je ne pense pas que ça se limite à l'aspect purement physique et neurologique, mais c'est très important pour moi de voir s'il y a une trace neurologique particulière. D'après le protocole expérimental, Maud doit deviner le contenu de 7 enveloppes scellées. Ces enveloppes sont opaques, personne ne peut voir à travers. Ce sont les membres de mon équipe qui ont placé des photos à l'intérieur de chaque enveloppe et moi-même je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous passer la première enveloppe. Vous pouvez dessiner, dire à haute voix ce que vous voyez et prendre tout le temps qui vous est nécessaire. La capacité de voir mentalement des cibles cachées ou éloignées s'appelle clairvoyance. Avec la télépathie, plus connue sous le nom de transmission de pensée, et la précognition qui permet de voir le futur, la clairvoyance est l'une des 3 capacités extrasensorielles étudiées par les parapsychologues. J'ai mis des arbres, de la verdure, quelque chose d'un peu inquiétant qui avance, un peu comme un insecte. Ou une machine avec des trucs sur les côtés qui ressembleraient à des pattes. Une machine ou un animal, mais pas d'un... C'est pas une intelligence supérieure, quoi. C'est une intelligence un peu binaire. On va voir si c'est ça. Comment on dit avoir le trac? She's very afraid. C'est pas mal. C'est une sorte de reptile, ça. Yes, Oui. C'est ce qu'elle a dessiné. Voilà. Je sentais ce côté, cette façon de se déplacer qu'ont les êtres très primitifs ou bien mécaniques. En général, la clairvoyance ne permet de voir que certains détails de l'image. Et c'est très rare qu'un voyant dise « c'est une femme avec un dinosaure ». Ça ne marche pas comme ça. Thank you. J'ai un rond, à la fois quelque chose d'affaissé ou d'écrasé, la sensation de champignon ou de la bouillotte au toucher, quand c'est mou, qu'on s'enfonce un peu. Du rond mou. C'est très difficile de voir si c'est de l'ordre du végétal. Cette idée de quelque chose de gros avec des trous dedans, dans lequel on peut rentrer. J'ai aussi la notion de point de rencontre, comme une place en étoile, quelque chose en étoile. Ok. Oh, c'est bien. Tu vois, c'est mon étoile là. Très bien. Elle a vu beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas des informations sensorielles. En d'autres termes, elle ne voit pas avec ses yeux physiques. J'ai pas la sensation visuelle qui, par définition, s'arrête à la surface. Je rentre dedans. C'est que je deviens ma cible. Nous allons regarder quelles étaient les ondes cérébrales de Maud au moment où elle a commencé à voir la cible. Ici, nous avons des ondes alpha qui correspondent à 10 Hz, soit 10 cycles à la seconde. Elles sont caractéristiques d'un état de profonde relaxation. Là, nous voyons l'hémisphère cérebral gauche et l'hémisphère droit. Par moments, ils sont alignés, c'est-à-dire que leur activité est synchrone. Ce n'est pas habituel. En général, les 2 hémisphères ne fonctionnent pas en phase. La synchronisation des 2 hémisphères cérébraux est une caractéristique de ce que les neurologues appellent un état modifié de conscience. Depuis 30 ans, le professeur Dunn travaille sur ces états particuliers surnommés états seconds dans le langage populaire.
Nous avons constaté que la performance des capacités psy est liée aux états modifiés de conscience. Prenons l'exemple des chamans. Ils prennent des plantes hallucinogènes où ils rentrent en transe en dansant pour atteindre un état modifié de conscience. Ils sont alors capables de voir le futur, de soigner les gens ou d'avoir toutes sortes de pouvoirs paranormaux. De même, la période du rêve dans le sommeil est un état très réceptif. Certaines personnes font des rêves prémonitoires qui se réalisent dans les jours suivants. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des sujets psy? Et qu'est-ce que vous en avez retiré dans le passé? Nous avons beaucoup appris sur le fonctionnement du psy lui-même. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne fonctionne pas selon les lois ordinaires de la nature ou de la physique. C'est très différent. Retour au laboratoire. Finalement, sur cette enveloppe, Maude obtiendra 3 succès particulièrement probants. D'abord, j'ai vu des fioritures, des contours flous, quelque chose de creux comme un bassin. Ou alors c'est un vase très très ornementé. Alors je vois aussi, c'est bizarre, un drapé. Oh, orné, ornementé. Bruce, c'est du velours ici? Oui, les couronnes étaient souvent faites de pierres précieuses et de velours. L'autre chose, c'est qu'elle a bien perçu la forme générale de l'objet. Elle a capté beaucoup d'éléments de l'image. Tout le monde peut recevoir ce type d'information, mais le problème, c'est de savoir le rendre conscient. Un sujet psy, c'est quelqu'un qui, soit parce qu'il est né comme ça, soit parce qu'il s'est entraîné, est capable d'être conscient de ce type d'informations très subtiles qui arrivent directement dans le cerveau et le système nerveux par des voies encore inconnues. J'ai découvert mes capacités psychiques comme Sartre a découvert sa laideur dans le regard des autres. C'était à l'école quand j'étais petite fille, je devais avoir 8-9 ans. Les incidents ont commencé avec des garçons qui me traitaient de sorcière et je savais pas pourquoi. J'avais vaguement compris qu'au Moyen-Âge, j'aurais eu une durée de vie assez brève. C'est bien plus tard, lorsque j'ai atteint 20 ans et que j'ai commencé une démarche de psychothérapie, je racontais à mon thérapeute des rêves et ces rêves se produisaient dans les moindres détails de 15 jours à 1 an après. C'est ainsi qu'en 1987, Maude arrête de travailler dans la publicité pour ouvrir son cabinet de voyante à Paris. Depuis, elle se bat pour qu'on s'intéresse sérieusement au paranormal en le sortant du domaine de la croyance dans lequel il est confiné en France. Aux États-Unis, la situation est différente. Pour preuve, l'histoire de Joseph McMoneagle, le voyant le plus décoré du monde. Pour cet agent des services secrets américains, tout commence en 1970. En poste en Allemagne, il est victime d'une attaque qui le plonge dans le coma. Il réalise ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, considérée comme un état modifié de conscience depuis 1994. Je me suis vu debout sur une route. Il pleuvait et la pluie passait à travers mes mains. Je me suis dit que c'était très bizarre. J'ai baissé les yeux, j'ai vu ce corps étendu sur le trottoir et j'ai compris que c'était moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais être aux deux endroits à la fois. En même temps, je savais que ma conscience était dans le corps qui regardait debout et que mon corps physique avait de sérieux problèmes. C'est alors que j'ai eu l'impression de tomber dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière extrêmement brillante. J'ai pensé que cette lumière devait être Dieu et qu'en fait, nous ne mourrions jamais. Il y a eu cette voix dans ma tête qui me disait « il faut que tu rentres ». J'ai résisté en disant que je ne voulais pas repartir. Puis soudainement, je me suis réveillé. J'étais dans une chambre d'hôpital. Ça a considérablement changé ma conception de la réalité, de l'espace, du temps, ou de qui je suis. Après mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à avoir des expériences paranormales. C'est comme si cela avait ouvert une porte en moi.
C'est ainsi qu'en 1978, Joseph devient un espion voyant. Il intègre un programme de recherche ultra secret baptisé Stargate et financé par la CIA, l'agence des services de renseignement américains. L'objectif, tester la vision à distance, une capacité psy qui permet de visiter mentalement des lieux. J'ai reçu 38 médailles, mais celle-ci est la plus importante. C'est la Légion du Mérite. Je l'ai reçue pour avoir participé à 200 missions de vision à distance. Sur les 200, 150 ont été un succès, c'est-à-dire que l'information que j'ai fournie a servi aux plus hautes sphères du gouvernement et des services de renseignement de mon pays. Supervisé par les physiciens d'un institut californien, le programme Stargate est un pur produit de la guerre froide. C'est une réponse aux recherches que menait à l'époque le KGB, les services secrets soviétiques, notamment sur la vision à distance. En 20 ans, le programme a coûté 20 millions de dollars et à ce jour, 99% des expériences sont toujours classées secret défense. Ça, c'est un test qu'ils m'ont fait faire pour voir si j'étais capable de localiser un agent de la CIA dont j'avais le numéro de sécurité sociale. C'est tout ce que je savais de lui. J'ai dessiné tout le site et j'ai précisé que l'agent était dans ce bâtiment, en L, qu'on retrouve effectivement sur la photo. Dans ce cas, je n'ai fait qu'un seul dessin et j'ai dit que c'était un réseau destiné à fabriquer de l'électricité. Et de fait, l'agent avait garé sa voiture quelque part sur ce site. Quand des juges de la CIA ont analysé cette expérience, ils m'ont donné 99 sur 100 en disant que c'était parfait. D'une manière générale, j'ai surtout servi à identifier des cibles militaires. Un jour, par exemple, on m'a demandé de voir un bâtiment très grand qui était situé à l'extrême nord de l'Union soviétique, sur le bord de la mer Arctique. Ils savaient qu'il se passait des choses dans ce bâtiment, mais ils ne savaient pas quoi. J'ai réussi à voir que les soviétiques étaient en train de construire un nouveau type de sous-marin, le plus grand sous-marin de l'histoire. De même, ils m'ont utilisé pour retrouver des otages qui avaient été kidnappés puis déplacés. J'ai réussi par exemple à localiser le général Dawson qui avait été enlevé par les Brigades Rouges dans le nord de l'Italie. Je suis parvenu à décrire la rue et l'immeuble où il était détenu. Depuis, Joseph a quitté la CIA pour travailler en indépendant. Ses clients, la police ou de grands groupes industriels. Souvent, on me demande « Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un sujet psy ?» Je dis « Rien de particulier, c'est un être tout à fait normal. » D'accord, il est capable de retrouver des personnes disparues ou de voir des événements du passé ou du futur. Mais une blague entre nous, c'est qu'il est capable de faire des miracles, mais pas de retrouver la clé de voiture quand nous l'avons perdue. C'est vrai qu'il est très difficile pour moi d'utiliser mes capacités psy pour mes proches ou pour moi-même. Je pense que c'est dû au fait que, dans ce cas-là, on s'investit d'une manière très particulière et qu'inconsciemment, on cherche à influencer le résultat en sachant exactement ce que l'on veut, ce qui n'est pas bon. En France, un homme se bat pour que le paranormal soit étudié scientifiquement. Mario Varvoglis, un parapsychologue américain, qui vit à Paris depuis 15 ans. Bonjour. Ça va bien? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Ranky, un expert en illusionnisme, passionné par le psy, mais intraitable dès qu'il s'agit de débusquer les tricheurs. Bonjour. Les deux hommes ont décidé d'organiser ensemble une double expérience de vision à distance, avec à Paris Maude Christen et en Virginie Joseph McMoneagle. À Paris, il est 14h, 8h en Virginie. Notre comité d'expertise des phénomènes paranormaux s'est réuni, nous étions 3, et nous avons établi un protocole très rigoureux qui garantit formellement l'impossibilité totale de frauder. Maude va exercer sa capacité de précognition. Elle doit essayer de voir le futur en devinant l'endroit où se trouvera Mario à 18h. Pour l'heure, le site n'est connu de personne. Il sera tiré au sort à 17h. Après le départ de Mario, Maude commence à se concentrer.
En arrivant, il y a des arbres de chaque côté. L'avenue est plutôt large. Je sens une certaine austérité, quelque chose de solennel. C'est presque pompeux. 17h20 dans un bureau parisien. Ranky tire au sort le lieu où va se rendre Mario. Pour cela, il a préparé 25 enveloppes numérotées contenant chacune une destination à Paris ou en proche banlieue. D'après le protocole établi par Ranky, Mario ne connaîtra la cible qu'en arrivant sur les lieux. Au même moment en Virginie, Joseph entre en méditation. L'objectif, déconnecter sa conscience de l'environnement pour laisser émerger l'inconscient. C'est les ponts? Belle, super. Presque trop riche. Ah oui, 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 oui. Il y a tellement de choses. Ah oui, c'est extraordinaire. Et il y a cette structure ici aussi qui est dominante. Oui, il y a ça, oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est le pont Alexandre. J'ai fait le vide dans mon esprit et maintenant j'essaie d'avoir des images de ce que Mario voit maintenant à Paris. Je vois un endroit. On dirait qu'il se penche vers la gauche. Il y a une sorte d'arche. Et là, c'est un mur. Et puis je vois un passage qui passe sous quelque chose. C'est près de l'eau. J'ai vraiment une impression très forte de quelque chose qui s'enfonce profondément dans le noir. Un peu comme un tunnel. Là, c'est ouvert. Ici aussi. Et ça, c'est peut-être un pont qui traverse comme ça. Laissez-moi réfléchir un peu, peut-être que ça deviendra plus clair. C'est très bizarre, je vois une main. Je pense qu'elle fait partie d'une statue, une statue qui doit être en métal. Elle est dans un angle ou en hauteur. C'est comment dire, un endroit particulier comme ça, avec quelque chose de très artistique derrière, quelque chose de très compliqué. Il marche et il regarde en l'air. Une bonne cible aussi. Le gaz est super. Il dit, regarde Joseph, dessine-moi ça. Je reçois des flashs très rapides sur un bâtiment adjacent à la cible qui n'est pas très haut mais long et qui présente toujours le même motif comme ça. C'est ce motif avec une zone obscure ici. Ce bâtiment n'est pas très vieux, il a peut-être 60 ans. 18h27. J'ai l'impression qu'il y a tout près une sorte de mémorial. Quelque chose dédié à la mémoire d'une personne célèbre ou d'une scène historique. Ou peut-être une bataille importante.
Ouais, c'est ça, un mémorial en l'honneur d'une personnalité ou d'une époque particulière. Mario est un vieux routier de la parapsychologie scientifique. Docteur en psychologie, il a travaillé à l'université de Princeton avant de diriger l'IMI, l'Institut métapsychique international créé à Paris en 1919. Parmi ses fondateurs, le professeur Richer, prix Nobel de médecine, l'astronome Camille Flammarion ou le chimiste René Varcollier, dont les travaux sur la télépathie ont inspiré le programme Stargate. Aujourd'hui, Mario veut relancer la recherche à l'IMI, d'où l'expérience avec Maude et Joseph, qu'il a minutieusement décortiquée. Cette expérience était très intéressante parce qu'il y avait pas mal de correspondances entre ce qui est dessiné, par exemple, Joe McMoneagle aux États-Unis et les structures qui étaient là, sur les ponts ou autour. Il y avait des curiosités, je peux dire, des surprises aussi, notamment ce bâtiment qu'il a dessiné avec les arches, un bâtiment assez plat. Ça correspond avec ce bâtiment d'Air France, juste à côté du pont Alexandre III. McMoneagle a mentionné Formal Memorial, donc un mémorial consacré à un grand personnage. Et on est sur le pont Alexandre III et juste en face, on voit Invalide, qui est le tombeau de Napoléon. Quand on regarde un petit peu les dessins des modes avec cette coupole-là, on voit bien sûr une correspondance avec le Grand Palais. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que le Grand Palais est très intimement lié au pont Alexandre III. Ils font partie du même ensemble architectural qui était construit à la fin du 19e siècle pour l'exposition universelle. Ce lieu a vu passer de très belles réceptions avec des robes somptueuses. Je sens dans ce lieu une très grande concentration de matériaux précieux. J'ai souligné précieux, marbre, bois, dorure, forme alambiquée à l'intérieur. Aujourd'hui, l'endroit n'est pas en très bon état. Il mériterait d'être restauré. Je vois de belles peintures ou de beaux panneaux sur les murs. Je pense que Maude a capté un petit peu l'essence et l'histoire de cet ensemble architectural en se branchant plutôt sur le Grand Palais que sur les ponts. On peut toujours dire que peut-être c'était finalement le hasard. Ici, je dirais qu'il y a suffisamment de correspondances, et les correspondances sont assez parlantes de deux côtés. Ça renforce cette impression que j'ai qu'on a effectivement une vraie session de vision à distance. Édimbourg, la capitale écossaise, possède le plus grand département universitaire de parapsychologie du monde. Maude est invitée à participer à des expériences, ainsi que Robert Gamel, un guérisseur du sud de la France. C'est bien regrettable qu'on n'ait pas la même chose chez nous. Ça nous éviterait de faire le tour du monde. Presque. Mais la France n'est pas trop dure encore dans ce genre d'études. Mais peut-être qu'en voyant leurs confrères, ça excitera les nôtres. Pourquoi pas? À la tête du département de parapsychologie, le professeur Robert Morris, un psychologue et biologiste américain qui est tombé dans le psy tout petit. Il a 8 ans quand il découvre une drôle de machine fabriquée par ses parents pour tester les capacités paranormales. J'ai demandé à mes parents, est-ce que vraiment nous avons ces capacités? Ils m'ont dit que c'est effectivement ce qu'ils pensaient, mais qu'ils ne savaient pas. Alors j'ai demandé, pourquoi ne savons-nous pas? Parce que la science ne sait pas. Et pourquoi la science ne sait-elle pas? Parce qu'elle ignore ces phénomènes. Ça a toujours été ça ma motivation, pas de prouver ou d'infirmer l'existence de ces capacités, mais de dire à la communauté scientifique que nous devons savoir si elles existent réellement ou pas, parce que cela a des conséquences énormes pour la compréhension de la nature humaine ou du monde qui nous entoure. Pour l'expérience avec Maude, l'équipe du professeur Morris va utiliser un protocole classique de la parapsychologie scientifique. Baptisé Ganzfeld, c'est une technique de relaxation qui coupe le sujet de son environnement sensoriel grâce à des écouteurs diffusant ce qu'on appelle un bruit blanc et une lumière infrarouge.
L'ordinateur du laboratoire sélectionne au hasard la cible que Maude doit décrire. Un vidéoclip, choisi parmi 100, est diffusé en boucle pendant 20 minutes dans une 3e pièce. Quant à celui qui mène l'expérience, il est aveugle, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la cible. Notre but avec cette technique, c'est de produire un état modifié de conscience, très léger, pas comme celui que provoque l'absorption d'une drogue. C'est un peu l'état dans lequel nous sommes juste avant de nous endormir. Ce que l'on appelle l'état hypnagogique, c'est un état où nous sommes très détendus et où nous avons souvent un afflux d'images mentales très vivantes. J'ai vraiment une... C'est drôle, j'ai peur que ce soit la sensation physique de la lampe sur la tête, mais j'ai vraiment une sensation de chaleur là, entre les deux yeux. Comme si une tête me regardait avec un regard extrêmement perçant. Je pense à ces statues qui représentent le 3e œil. La sensation que j'ai aussi, c'est vraiment comme si j'étais comme si je regardais, comme si j'étais au pied de la tour Eiffel par exemple, et que je regarde très haut comme ça en levant les yeux. C'est pénible parce que j'ai le cœur qui bat. Comme dans une situation de danger. Et c'est le sentiment d'être toute petite face à une force absolument énorme. Hello Maude. Hello. Maude, nous avons fini de diffuser la cible. Et maintenant, nous allons passer à ce que nous appelons la période de jugement. Okay. What will happen is that pour cela, je vais envoyer sur ton écran 4 vidéoclips, un par un. Sur les 4 vidéoclips, il y a bien sûr la cible et ce que les scientifiques appellent 3 leurres. Maude doit noter de 1 à 100 chaque film selon son degré de correspondance avec ses images mentales. Oh, c'est affreux, c'est exactement ce genre de truc que j'ai ressenti. Je donne ma note 70. 70. 70? Okay. The next clip. Deuxième vidéoclip. Curieusement, Maude hésite. C'est que pendant la session, elle a aussi ressenti des images de ce film. J'ai aussi une certaine sensation de vertige qui serait plutôt grisante. Le genre de vertige qu'on a quand on voit un chamois dans la montagne. Okay. 40. 40. Yeah. Il y a la notion de roche, tu vois, de grands paysages. Troisième vidéoclip et même phénomène. J'ai vraiment cette sensation de tunnel et d'obscurité. Je dirais que ça m'évoque toute la solitude d'être perdu dans un univers noir, souterrain. En fait, tout se passe comme si Maude ne s'était pas contentée de faire de la clairvoyance, c'est-à-dire de la vision à distance. Elle a également fait de la précognition en ressentant aussi ce qu'elle allait voir. Oh, c'est très difficile de mettre une note, c'est encore les histoires de sol, de sous-sol. Je dirais 60. Quatrième et dernier vidéoclip. La deuxième sensation, c'est cette espèce de course effrénée, quelque chose qui court très vite, comme des cavaliers, comme de l'eau, une sorte de cascade, comme ça. 30. 30. So it means that your choice is the sea monster. Ton choix, c'est le monstre de la mer. Yeah. All right, now. Maintenant, je vais te présenter la cible. Target.
Hello. Well done. Bravo Maud, c'est un succès. Est-ce que c'est la preuve que Maud est un sujet psy? Unfortunately, it's not proof that Maud... Non, malheureusement, ce n'est pas une preuve que Maud a des capacités psy. D'un simple point de vue statistique, elle avait une chance sur 4 de choisir la bonne cible. Nous ne pouvons rien conclure en une seule session. Dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que Maud a aussi vu les leurs, mais pour convaincre des scientifiques et le monde extérieur à la parapsychologie qu'il s'agit bien d'un véritable phénomène, il faudrait conduire un grand nombre d'expériences. À l'université d'Édimbourg, on travaille rarement avec des sujets doués comme Maud. À l'instar de ses collègues américains, le professeur Morris mène ses expériences avec des volontaires sans prédisposition particulière. Son objectif, vérifier que les capacités psy sont latentes chez tout être humain. Souvent, les gens me demandent si l'existence des phénomènes psy a été prouvée. Pour ma part, je suis sûr à 95% que quelque chose de vraiment nouveau est à l'œuvre ici. Quelque chose qui va au-delà de ce que la science est capable actuellement de comprendre. Je pense que nous sommes toujours très loin de savoir comment la conscience fonctionne. C'est une énigme fondamentale qui n'est toujours pas résolue. Tant que nous n'aurons pas la réponse à cette question, je pense sincèrement que nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité quant à notre appréhension des expériences humaines. Les personnes les plus concernées par les applications concrètes de la parapsychologie sont celles qui ont affaire avec les processus de guérison. C'est très important de comprendre quels sont les facteurs mentaux et psychologiques de la médecine. Nous devons absolument comprendre comment marche la communication humaine. Une personne peut-elle influencer mentalement une autre personne? Et comment peut-on le mesurer scientifiquement, c'est-à-dire avec des résultats chiffrés? C'est pour répondre à cette question que Robert va participer à une expérience pour le moins étonnante. Le but de cette expérience est de voir si vous allez pouvoir aider mentalement le sujet à se concentrer sur la flamme d'une bougie. Quel est le prénom de la jeune fille? Je m'appelle Claudia. Claudia. C'est important pour vous, Robert, d'avoir son prénom? Mais ça me permet de polariser mieux sur elle. Mais à distance, comme ça vous est déjà arrivé de soigner quelqu'un, par exemple? Oui, si on est déjà à distance, oui. Mais pas dans le cadre d'une expérience de la sorte. C'est un peu stressant? Pour cette expérience, il a fallu développer un logiciel spécial qui, à terme, sera testé par plusieurs centaines de volontaires. La science est à ce prix. C'est difficile de rester concentré longtemps sur une bougie. Dès que tu te sentiras distraite ou fatigué, je te demande d'appuyer sur le bouton pour le signaler à l'ordinateur. Quant à Robert, il doit suivre les indications de l'ordinateur. Dès qu'apparaît le mot « help », il essaie d'agir mentalement sur Claudia. C'est la période dite d'influence. Mais il s'arrête dans les périodes dites de contrôle. L'objectif, vérifier si Claudia appuie moins souvent sur le bouton pendant les périodes où Robert est censé l'aider. Voici donc les résultats de l'expérience. Le chiffre 15 ici indique que Claudia a appuyé 15 fois sur le bouton pendant la période d'influence et 16 fois pendant la période de contrôle. Ce n'est pas une très grande différence. Le chiffre 52, lui, indique le pourcentage d'influence de Robert. 52%, c'est un résultat qui va dans le bon sens. Robert travaillait comme ingénieur de la construction quand il décide d'ouvrir son cabinet de guérisseur-magnétiseur. Pendant 20 ans, il exerce dans ce quartier parisien avant de retourner vivre dans son Aveyron natal. J'étais toujours passionné par le paranormal. Et c'est en cherchant des explications scientifiques à ces phénomènes-là que j'ai mis le doigt dedans et je me suis fait tout avaler. Voilà. Après, j'avais un ami de mon père qui m'a éclairé un peu sur le magnétisme et la radiesthésie. Puis partant de là, moi, j'ai potassé à fond la question.
J'ai commencé à soigner Pierre, qu'il a dit à Paul, et puis je me suis retrouvé un jour avec une clientèle énorme. J'étais obligé de lâcher mon métier pour opter pour la tâche de guérisseur. Quelle maladie justement vous soignez, vous? Un peu tout. Avec plus ou moins de réussite, parce qu'il n'y a jamais rien de garanti à 100%. Maladie du cou, les eczémas, la sclérodermie, c'est une maladie, c'est des excès de collagène, ce qui fait que ça vous rend les tissus durs. Après, c'est pas obligatoire de prendre l'œsophage, les gens ont du mal à s'alimenter, si on prend les boulons, si on prend les fers, ça vous dévore un petit feu. Maladie orpheline, la sclérodermie est la spécialité du professeur Jean Cabane, qui dirige le service de dermatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Depuis 2 ans, Catherine est l'une de ses patientes. Ça, c'est le maximum que vous pouvez faire. Et l'autre? Par rapport à la dureté de la peau, est-ce que vous avez changé depuis, mettons, 6 mois? Ça tire. Donc ça, c'est des trous qui viennent au bout des doigts et qui cicatrisent lentement. Très lentement. Combien de temps ça met pour se fermer, ça? Ben là, ça fait plus d'1 an et demi. Là. 1 an et demi, le trou du pouce, là. Le trou, oui. Donc tout le corps, maintenant, est touché. On peut soigner cette maladie, professeur? Il y a beaucoup de problèmes. Et on n'a pas un traitement miracle, on n'a pas une baguette magique qui fait partir la maladie. Il faut arriver à ce que la maladie donne le moins de séquelles possible. Vice-président de l'Association des sclérodermiques de France, Paul Guyot croyait sa fin proche quand une amie lui donne l'adresse de Robert. C'était en 1994. Depuis, il se fait magnétiser 1 fois par mois et cet amateur de course de fond a repris les marathons. Et je ne pouvais plus marcher, et je ne pouvais plus m'alimenter, je prenais que du liquide, des soupes, des trucs, mais très liquides. J'avais maigri, je faisais 42 kilos. J'avais été à l'hôpital à Dijon, au bocage, et il m'avait dit, il va falloir vous opérer de l'ésophage. Et à 15 jours près, et j'ai jamais été opéré de l'ésophage, je remange de tout. Mes mains étaient comme ça. Je ne regrette pas d'avoir connu M. Gamel, hein. Je peux vous le dire de tout cœur. Et vous pensez que c'est de l'énergie que vous transmettez? Oui. Une énergie qui serait... Oui, cosmique, divine, vous l'appelez comme vous voulez. Je la reçois, je suis un canal. Je reçois, je rentre et je diffuse. À la tête, ça fait ça. J'ai l'impression que, vous voyez, que ça me fait comme si ça me soulève. Là, c'est pareil. Vous voyez, ça fait cette impression-là. Intérieur. Oui, intérieur. Alors donc, il y a quelque chose, dire quoi, je ne sais pas. Et vous connaissez le professeur Cabane? Oui, je connais, puisque c'est il fait partie du comité scientifique de notre association. Et un jour, Cabane m'a dit, comment tu es soigné? J'ai dit, je ne suis pas soigné par la médecine traditionnelle. Je dis, ah bon? Alors il a regardé mes mains, bien, ils sont bien, et puis il aime bien vous pincer la peau pour voir, parce que la sclérodermie, elle a la peau qui se durcit. Alors moi, il était tout... Alors c'est là qu'il m'a demandé l'adresse de M. Gamel. C'est ainsi que le professeur Cabane propose à Robert de participer à un protocole expérimental. L'objectif, mesurer scientifiquement les effets du magnétisme sur la sclérodermie en comparant l'évolution d'un groupe de patients traités par le guérisseur avec un groupe contrôle. Une expérience unique en France qui a tourné court faute de volontaires. J'avais eu l'occasion de travailler au milieu médical sur des artérites, des choses comme ça, mais c'était, disons, c'était officieux, il n'y avait rien d'officiel. Et là, le professeur Cabane, c'est la première fois où ça a été officialisé. Pour vous, c'était un signe positif qu'il accepte? Ah oui, c'était très bien, j'étais très content de ça. Moi, j'ai accepté parce que j'étais sûr de moi, dans une certaine mesure, sinon vous ne l'auriez pas eu. Hein. C'était la seule solution pour avoir une connaissance réelle, scientifique, rigoureuse, sur l'effet d'une thérapeutique créditée par les malades d'une certaine action. Pour moi, c'est tout à fait scandaleux que tous les malades de la sclérodermie n'aient pas de magnétisme si ça marche vraiment. Mais on n'en sait rien que ça marche. Et malheureusement, alors que nous attendions 30 personnes, il n'y a eu que 4 malades qui ont pu être inclus dans le protocole. Pourquoi il y en a eu si peu? Il y en a peu qui acceptaient d'être dans le doute et d'avoir peur de ne pas être traités.
Alors on préfère être sûr d'être traité, et dans ce cadre-là, il n'entrait pas dans le protocole. Tout reste à faire, on en est encore au niveau de la rumeur. Le plus vieux média du monde. Retour à Chicago, chez le professeur Norman Donn. Après avoir mené d'importants travaux sur les chamans brésiliens, le neurologue étudie ce que l'on appelle la guérison psychique. Comme Maud, Robert va servir de cobaye en traitant un patient atteint d'une maladie extrêmement rare, le pityriasis rosé. Les symptômes sont que l'on pèle complètement de la tête aux pieds une fois par jour. La peau qui tombe est vraiment rouge. On perd aussi tous les poils excepté sur la tête et les sourcils. J'ai une question pour le guérisseur. Est-ce qu'il doit connaître la médecine pour soigner? On obtient des résultats nettement supérieurs si on connaît bien le corps, le fonctionnement de la machine. Beaucoup d'études ont prouvé que ce genre de traitement guérit réellement. L'une des explications, c'est ce qu'on appelle la psychokinèse ou action de l'esprit sur la matière, l'intention du guérisseur qui aurait une influence sur les molécules et les tissus du patient. En fait, c'est très difficile de savoir comment ça marche. On peut imaginer que si un patient sait qu'un guérisseur est en train de travailler sur lui, ça provoque chez lui un processus d'auto-guérison. Oui, tout à fait. Le placebo, c'est justement pour contourner ce problème du placebo que des travaux ont été menés avec des animaux, aussi simples que des poissons, des vers ou même des bactéries. Les résultats de ces expériences ont été très positifs. On a même mesuré l'effet d'un guérisseur sur la multiplication des globules rouges. Apparemment, l'intention de guérir peut être communiquée au plus petit niveau de la vie, ou bien sûr, l'effet placebo ne peut être une explication. La température a baissé 96,8. Elle a chuté d'un demi-degré. C'est pas mal. L'une des choses qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand il m'a fait comme ça. J'ai ressenti quelque chose de très fort. Je ne sais pas ce que c'était, mais l'effet était puissant. 98,75. Sa tension a considérablement baissé. Intéressant. Vous en doutiez, Robert, que vous aviez une influence sur la tension? Ça me le confirme. Mais comment vous saviez Ben, si je crée un état de relaxation, de relâchement, la tension baisse. Regardons l'électroencéphalogramme de Robert quand il faisait ses passes. Il a une activité cérébrale très rapide avec des ondes de haute fréquence. Regardez, toutes les ondes lentes sont parties et nous avons des ondes de 40 Hz, ce qui veut dire une accélération très importante de son activité cérébrale. C'est très intéressant parce qu'il y a deux manières d'atteindre un état modifié de conscience, soit en baissant le rythme cérébral, comme c'est le cas de ceux qui font de la méditation, soit en accélérant, ce qui est beaucoup plus difficile. Et comment fait Robert pour atteindre ce niveau si rapidement? Et oui, il y arrive. Pour moi, l'énigme fondamentale, c'est la conscience. La conscience n'est pas liée au temps, ni à l'espace, ni au principe de causalité, qui fait que tu dois avoir une cause pour produire un effet. La conscience, c'est comme un fluide qui ne connaît pas de frontières. J'aimerais les repousser dans l'autre sens. Repousser, autant que possible. On va voir si notre robot est influençable. Mentalement. Oui, hop, hop. L'esprit peut-il influencer la matière? C'est pour répondre à cette question qu'un physicien allemand a conçu ce robot, baptisé générateur numérique aléatoire. Le docteur René Péoc connaît bien l'engin. C'est grâce à lui qu'il a obtenu sa thèse de médecine en 1986. Des travaux révolutionnaires que Mario aimerait reproduire. Alors voilà, donc ce robot se déplace en permanence de façon aléatoire, c'est-à-dire au hasard, parce qu'à l'intérieur, il y a donc une source électronique, hein, un bruit blanc électronique, enfin pour
pour les experts, et qui à tout moment sort des chiffres au hasard, hein, en fonction de l'agitation des électrons, et ces chiffres sont traduits en mouvement de rotation, en angle de rotation, en distance de déplacement, hein, et normalement, lorsque le robot est tout seul, il va se déplacer véritablement au hasard. Pourquoi on fait cette recherche? Ça rentre dans un cadre plus large qui est la question très actuelle, quelle est la nature de la conscience, hein? C'est la conscience, quel est son rapport avec le corps, avec le monde extérieur, et le but ici, c'est de voir effectivement si la conscience, quelque part, s'étale en dehors de ce qu'on peut appeler le corps physique, le cerveau. Donc ça, c'est un premier système, une première approche pour voir si effectivement l'esprit, d'une manière ou d'une autre, soit consciemment ou soit inconsciemment, a une petite influence sur la matière. En tout cas, il s'éloigne un petit peu. Un tout petit peu. Il faut être patient et jamais se déconcentrer. C'est en étudiant des poussins que René Péoc a eu l'idée de sa thèse de médecine. Il travaille alors dans un laboratoire de biologie animale quand il découvre la théorie dite de l'empreinte, élaborée par le prix Nobel Konrad Lorenz. Fasciné, René vérifie d'abord la théorie sur lui-même avant de la tester avec le petit robot. Qu'est-ce que vous faites là, René? Eh bien, je conditionne un petit poussin pour qu'il m'adopte exactement comme si c'était sa mère. C'est la théorie de l'empreinte, hein, découverte par Konrad Lorenz, qui démontrait que des petits oiseaux pouvaient, dès la naissance, adopter n'importe quel objet qui bouge et qui fait du bruit à proximité de lui. Ça peut être un humain, ça peut être un robot. Là, en l'occurrence, avec ce poussin, c'est sur moi, et plus particulièrement d'ailleurs sur les chaussures. Et donc, il a absolument besoin de me voir régulièrement. Sinon, il va se laisser dépérir. C'est ainsi que la cave de René Péoc se transforme en poulailler. L'objectif du chercheur, conditionner des poussins pour qu'ils adoptent le générateur numérique aléatoire comme leur mère. Pour cela, chaque poussin doit passer au minimum 1 heure par jour pendant 1 semaine au contact du petit robot. Et ça marche. Il faut qu'il se reconditionne un petit peu. Privé de sa mère poule, dès la naissance, ce poussin développe une affection toute particulière pour le robot. Le but de l'expérience, c'est de mettre le poussin dans une cage transparente et de voir si le robot, qui normalement fonctionne au hasard dans toutes les directions, va avoir une trajectoire complètement perturbée, soit vers la cage, soit à l'opposé. Donc, va-t-il y avoir une influence de la pensée du poussin pour attirer le robot, ou est-ce que c'est impossible ? Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement mais sûrement de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard. Pendant 4 ans, René Péoc réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement aucune loi physique ne permet de l'expliquer. On a obtenu de très très nombreux tracés, dont certains tout à fait impressionnants, comme celui-ci, vous voyez, où le robot est parti du centre et allé directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc des tracés de ce genre, on en a en pagaille. On a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats et aller dans la direction opposée, mais en moyenne, on a obtenu un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot,
et le robot se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. Donc c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire du robot. Alors, en fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Non, c'est difficile de donner l'explication exacte. Bon, on peut émettre des hypothèses, mais à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, parce qu'il y a des physiciens qui, quelquefois, s'amusent à critiquer, mais en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les lois physiques, les forces, l'énergie, le temps, les dimensions de l'espace. Tout ça, c'est de l'invisible, de l'immatériel, et on ne sait pas ce que c'est à la base. Hein. Bien là, la pensée, c'est le même type de phénomène. On ne la constate que par ses effets sur la matière, mais c'est invisible et immatériel. Hein. Et on s'aperçoit que l'homme ou l'animal peut interférer, peut biaiser les règles du hasard, de façon à ce que ce hasard lui soit favorable, dans le sens qu'il désire. Est-ce qu'il est difficile en France de choisir un thème comme sujet de doctorat? C'est assez difficile, effectivement, parce que d'abord, on compromet sérieusement sa carrière. Oui. Et il faut dire qu'après, il vaut mieux pas envisager une carrière universitaire, parce que c'est un peu l'obscurantisme en France. Nous sommes un des seuls pays fortement industrialisés où il n'y a aucun laboratoire de psychophysique. Moi, j'appelle ça de la psychophysique, les autres parlent de parapsychologie. Mais bien que ces phénomènes soient indiscutables, c'est encore un sujet tabou. Août 2002. Pour la première fois, les parapsychologues tiennent leur congrès à Paris. Parmi la centaine de chercheurs présents, il n'y a pas un seul Français, au grand regret du professeur Maurice d'Édimbourg. C'est vrai que c'est décevant. La plupart des pays européens font désormais de la recherche dans ce domaine. Il n'y a pas de raison que la France n'ait pas un rôle prépondérant. Nous aimerions être inspirés par les travaux et l'enthousiasme des chercheurs français. C'est très important. Dans la plupart des pays occidentaux, la parapsychologie est reconnue comme une discipline scientifique à part entière. Seule la France fait figure d'exception. Mais Mario, qui préside le colloque, ne perd pas espoir. Ce qu'il faut, c'est d'enlever le stigma qui existe sur l'étude de ce phénomène pour qu'il y ait des chercheurs qui ont le courage de sortir un petit peu de là où ils sont cachés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sérieusement intéressés mais qui n'osent pas. Si ce stigma est enlevé, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se passer. Là, il y a du travail à faire. Light for the moineau.